En 1975, dans les forêts d'Arizona, Travis Walton disparaît mystérieusement après avoir été frappé par un rayon lumineux venu d'un ovni. Son absence de plusieurs jours, les témoignages concordants de ses collègues et son retour inexpliqué feront de cette affaire l'un des cas d'enlèvement extraterrestre les plus célèbres de l'histoire. Aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, Travis Walton revient sur son incroyable expérience dans une interview rare et bouleversante. Avec cette question qui hante toujours les esprits depuis toutes ces années. A-t-il vraiment été enlevé par des extraterrestres ? Salut à tous, bienvenue sur UFO section 51, je suis DozGeek et on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne favorite française dédiée à l'ufologie et au paranormal. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour un nouveau sujet sur cette chaîne. Merci encore à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires toujours très intéressants. Je les lis tous sans distinction et quand je peux réagir, je le fais. C'est votre intérêt et votre soutien qui permettront à cette chaîne de grandir petit à petit, de gagner en visibilité et de diffuser toutes ces informations essentielles à un maximum de gens. Encore une fois, merci à tous pour tout ça. Dans la vidéo d'aujourd'hui, pour commencer, nous allons faire un voyage dans le passé. Plus précisément en 1975, dans l'Arizona. Je suis sûr que certains d'entre vous qui sont des grands passionnés d'ufologie ont déjà connaissance de cette affaire. C'est un cas assez historique, on va dire. En 1975, dans les forêts d'Arizona, un bûcheron disparaît mystérieusement après qu'un ovni ait été aperçu par plusieurs témoins. Son nom, Travis Walton. Son histoire va devenir l'un des récits d'enlèvement extraterrestre les plus célèbres au monde, au point même d'inspirer Hollywood avec le film Fire in the Sky, qui sortira en 1993. Un film jugé très réaliste par beaucoup d'experts en ufologie et qui marquera les esprits par des scènes assez violentes. Mais revenons à aujourd'hui, près de 50 ans plus tard. Travis Walton brise une nouvelle fois le silence dans une interview rare qui a pu être enregistrée par la chaîne YouTube Area 52. Oui, certainement en référence à la zone 51, comme la chaîne UFO section 51. Et vous allez voir que ce que Travis Walton raconte encore maintenant continue de bouleverser et de diviser. A-t-il vraiment été enlevé par des êtres venus d'ailleurs, ou s'agit-il de l'un des plus grands mystères jamais racontés? Je vous propose donc de découvrir les meilleurs moments de cette interview historique, et je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez voir que certaines révélations faites par Walton pourraient bien changer votre regard sur toute l'affaire. Le premier film qui m'a intéressé par le phénomène, c'était Fire in the Sky. Le 5 novembre 1975, à Snowflake, en Arizona, a été un moment qui, tu sais, a changé à jamais le cours de ta propre histoire. J'aimerais savoir, après toutes ces années, comment tu te sens par rapport à cette fameuse nuit du 5 novembre. Ça a définitivement changé ma vie pour toujours, de façon radicale. Tu sais, en fait, ce n'était plus vraiment moi, c'était le nouveau moi. Tu sais, c'était vraiment une transformation. Je me demande juste, est-ce qu'il y a eu un moment, lors de toutes les interviews que tu as faites ou dans les conversations que tu as eues, où, en repensant à ce qui t'est arrivé, tu as eu un peu plus de recul ou de compréhension? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, au fil des années, où tu t'es dit, tiens, c'est vrai, je n'y avais jamais pensé, comme une odeur, une sensation particulière ou une pensée qui t'est venue à l'esprit et que... Eh bien, probablement à de nombreuses reprises. Tu sais, il y en a eu tellement que ça a suscité des réflexions dans des domaines où je n'avais jamais vraiment fait d'introspection auparavant. Au début, c'était une évolution, tu sais, lors de certaines des premières interviews. J'étais encore enfermé dans la fausse idée initiale que cette expérience était une invasion de monstres extraterrestres. Et petit à petit, en prenant vraiment le temps de réfléchir profondément à ce qui s'était précisément passé et d'analyser le sens profond ou le but ultime de tout cela, tu vois, j'ai finalement compris que ce n'était absolument pas un cas intentionnel de créatures extraterrestres qui me tiraient dessus, mais que j'avais d'une certaine manière déclenché une réaction inattendue, peut-être un dispositif de protection automatique ou, comme je l'ai pensé plus tard avec plus de recul, une sorte de décharge d'électricité statique ou une décharge d'énergie provenant du vaisseau directement vers moi, parce que c'est à ce moment précis que ma tête s'est approchée le plus près de la surface extérieure du vaisseau. Il y a un cas au Canada, en fait l'un des cas les plus célèbres, je dirais même le plus célèbre au Canada, Michelak, l'incident de Falcon Lake. Tu en as déjà entendu parler? Je crois que j'en ai déjà entendu parler. Ouais,
parce que c'était un type de rencontre similaire. Je crois qu'il s'agissait aussi d'êtres humanoïdes blonds. Mais ce monsieur qui s'était approché de l'engin s'est aussi fait en quelque sorte zapper. Et sa chemise, je crois qu'on peut la trouver maintenant. Je pense que c'est dans les archives nationales des ovnis à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. David Marley, c'est lui qui a la chemise, elle est toute grillée et carbonisée. Mais ce type avait en fait des brûlures dues aux radiations pour avoir essayé de s'approcher trop près de l'engin aussi. Eh bien, moi oui. J'avais toujours les mêmes vêtements quand je suis revenu. Et ils n'étaient pas abîmés, ils n'étaient pas brûlés, et je n'avais aucune blessure sur le corps. Bien que, avec une équipe de récupération ultra high-tech, je suppose qu'ils auraient pu tout restaurer avant de me ramener. C'est vrai, c'est exact. Tu as disparu pendant 5 jours. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Oui, 5 jours et 6 heures. Est-ce que tu as parfois du mal avec le temps pendant lequel tu as disparu par rapport aux souvenirs que tu en as? Parce qu'il semble qu'il y ait un énorme vide à ce niveau-là. Oui, au début, je pensais que j'étais inconscient ou mort pendant tout le reste du temps, tu sais, avec parfois quelques rêves en rapport avec le sujet. Et la première fois que je me suis posé la question, j'ai demandé au scénariste de Fire in the Sky, « Tu crois que ça pourrait être des souvenirs qui me reviennent ?» Et il m'a répondu, « Non, c'est sûrement juste le fait de faire toutes ces interviews qui te fait y penser. » Et puis, quelque temps plus tard, je lui ai reposé la même question. Il m'a dit, « Ah oui, ce sont probablement des souvenirs qui te reviennent. » Donc, tu vois, il avait fait quelques recherches entre-temps et ça avait changé son avis sur la question. Mais ça n'impliquait pas le petit groupe d'êtres qui étaient là, ceux qui ressemblaient plus à des humains, mais rien qui ait formé un souvenir clair ou, tu sais, des événements qui aient un sens. C'est tellement étrange. Je veux dire, je pense que ce qui rend cette affaire si unique, la tienne par rapport à tant d'autres. Non seulement, tu sais, il y avait 6 autres personnes qui en ont été témoins à l'époque. Non seulement il y a eu une période de temps manquante, mais il y a aussi eu tout un groupe de recherche impliqué. Il y avait toutes sortes d'éléments vraiment convaincants dans cette affaire. Mais le fait qu'il y ait eu plusieurs, ce qui semble être plusieurs espèces impliquées, normalement tu te dirais, bon, là ça commence à devenir un peu bizarre. Peut-être qu'elles sont liées d'une manière ou d'une autre. Mais ces espèces, individuellement, apparaissent aussi à d'autres contactés ou personnes ayant vécu des expériences. Tu sais, dans leurs propres expériences également. Individuellement, mais jamais ensemble. Quelle est ta meilleure hypothèse sur la raison de cela? Je pense que ma meilleure hypothèse, c'est que j'étais paniqué. Quel que soit le dommage subi, il a probablement interféré avec toute forme de contrôle ou de communication télépathique, et je n'allais pas coopérer avec ce que je percevais comme des monstres menaçants. Pensez-vous que les pannes représentent une menace potentielle pour notre sécurité nationale? Oui. La technologie à laquelle nous avons été confrontés était bien supérieure à tout ce que nous possédions. Pensez-vous que notre gouvernement est en possession de PAN? Absolument. Sur la base d'entretiens avec plus de 40 témoins sur une période de 4 ans. Des éléments biologiques accompagnaient certaines de ces récupérations. Mon Dieu, mec. Waouh. C'était quoi ce truc, mec? Donc je pense que cette entité qui avait une apparence humaine a été amenée parce que c'était la seule chose à laquelle j'étais prêt à faire confiance. J'étais combatif. Tu penses qu'ils essayaient de t'assujettir mentalement d'une manière ou d'une autre et que les blessures que tu avais subies les en ont empêché? Oui, oui. Je pense que je n'ai détecté aucun message ni aucune sensation venant d'eux. Donc je suppose que c'était à cause des graves blessures. Je sentais que j'étais en train de mourir. Tu vois, c'était vraiment du lourd. Sinon, ils auraient pu m'empêcher d'être combatif, je pense. Avais-tu mal en te réveillant, en sortant de ça? Oui. Oui, j'avais mal à la tête et à la poitrine. J'avais l'impression que j'étais en train de mourir. Comment décrirais-tu cette douleur? Plutôt comme des migraines ou comme une pression? Oui, tout ça est difficile à décrire, mais c'est clairement quelque chose qui me provoque de la panique, du genre « ce n'est vraiment pas bon et ça empire de seconde en seconde ». À ce moment-là, tu pensais qu'ils étaient la cause de cette douleur? Ah oui, j'associais la douleur à eux.
L'horreur, tu sais, avec toutes les histoires dans lesquelles ce genre d'être a été décrit, c'était vraiment le niveau de peur maximale. À ce moment-là, je ne percevais rien de bienveillant. Ce n'est qu'après des années de réflexion que j'ai fini par réaliser qu'ils auraient très bien pu, tu sais, balancer mon corps sur un astéroïde quelque part et laisser l'équipage être soupçonné à jamais d'avoir caché mon corps avec succès, et ça aurait été la fin de l'histoire si tout ce qui les préoccupait, c'était de couvrir l'affaire. Mes vis se sont rattrapés. Ils ont corrigé mon erreur d'être allé trop près. Vous vous êtes réveillé, vous voyez cette lumière au-dessus de vous, vous voyez ces silhouettes un peu planer au-dessus de vous. Et, pris de panique et poussé par l'instinct de survie, vous avez fini par attraper un objet sur l'une des tables qu'ils avaient là. Oui. Pourriez-vous décrire en détail à quoi ressemblait cet objet et ce que vous avez ressenti en le touchant? Eh bien, j'avais juste besoin de quelque chose qui fasse office de massue, et j'étais. C'était, tu sais, une façon de penser assez primitive. Il semblait avoir un peu de poids. Ce n'était pas vraiment lourd, mais ce n'était pas non plus comme un tube en verre. C'était plutôt comme une sorte de tige solide. Il y avait plus que juste un cylindre. Mais tu sais, je n'étais pas en train de le regarder en me demandant à quoi il servait. C'était juste quelque chose qui pouvait les menacer et les empêcher de s'approcher davantage. Et c'est un objet transparent, c'est bien ça? Ouais. C'était comme un tube transparent, mais ce n'était pas vert. C'était plus lourd que vert. Ouais, non, je ne sais pas ce que c'était. Il y avait une variété d'autres instruments disposés là, certains d'entre eux semblant métalliques et tordus. Vous savez, quelque chose que vous pourriez associer aux instruments chirurgicaux. Ma peau n'a jamais été perforée à ma connaissance. Ouais, en voyant ces instruments, je pense que ça le ferait. Tu sais, j'ai vu beaucoup de films. Tu vois, je pense que beaucoup d'entre nous réagiraient pareil. Donc à ce moment-là, ces êtres, en gros, ils sont là genre, on ne veut pas être mêlé à ça. On n'est pas fait pour se battre. C'est aussi des petits gars, vraiment minuscules. C'est ça, ce ne sont pas des types. Toi, tu es une grande baraque, t'es dans la vingtaine, tu passes tes journées à balancer des rondins. T'es aussi boxeur. Je veux dire, t'es un combattant. Ces types-là, on dirait qu'ils ne voulaient vraiment pas avoir affaire à ça. Ouais. Et donc ils s'en vont. Mais avant de partir, tu as eu l'occasion de voir un peu ce qu'ils portaient et à quoi ils ressemblaient physiquement. Tu peux décrire? Mon attention était rivée sur leur visage, à chercher des signes d'expression, de menace, tu vois, ce qu'ils regardaient, ce genre de choses, mais c'était vraiment dépourvu d'expression. Mais c'est ça que j'observais le plus attentivement. Ça ressemblait à une sorte de combinaison ample, marron orangé. Leur visage, qui ne laissait transparaître aucune émotion, était naturellement perçu comme une menace. Tu sais, quand tu te retrouves face à des gens qui pourraient être liés à la douleur que tu ressens, tu te poses sérieusement la question, est-ce que je vais m'en sortir? Et puis, le fait qu'il n'ait aucune expression, ça rendait la situation très sombre, comme une menace. Quand des humains se font face sans aucune expression, c'est perçu comme une menace, parce qu'une réaction normale serait de sourire, ou au moins de froncer les sourcils, ou d'indiquer d'une manière ou d'une autre ses intentions. Mais il m'a fallu plusieurs années pour comprendre que, tu sais, s'ils sont télépathes, ils n'ont pas besoin d'expression pour communiquer entre eux. C'est une méthode de communication obsolète, plutôt grossière et primitive quand on y pense, comparée à la richesse et à la complétude qu'offrirait une communication télépathique totale. As-tu remarqué, sur ces combinaisons amples, c'est intéressant aussi. J'ai toujours pensé que c'était juste des combinaisons moulantes, un peu comme, tu sais, celles dont on entend parler habituellement. Mais le fait qu'elles soient amples, c'est intéressant. Sur ces combinaisons, as-tu remarqué un emblème ou un symbole? Aucun insigne. La façon dont il s'habille a-t-elle un rapport avec une activité qu'il pourrait avoir en dehors de l'appareil ou pas? Je ne sais pas. Alors ces êtres se précipitent en quelque sorte à travers une porte? Ouais. Cette porte s'ouvre et se ferme. Ou était-ce juste une ouverture? C'était juste une ouverture. Juste une ouverture. Et puis tu t'es dépêché.
Quelle est la hauteur de cette pièce? Tu es un grand gars. Ce sont des êtres de petite taille. Plafond très bas, très petit, Très petits. espace exigu, Et la table elle-même. était oppressante. Et il y avait une sorte d'humidité dans la pièce. Tu vois, comme une atmosphère plus dense, difficile à respirer, on aurait dit. Et la table était basse, plus proche du sol, tu vois. Tes jambes pendaient de la table. Eh bien, non, mais ce n'était. Ce n'était pas assez haut. Quand je suis descendu de la table et que je me suis levé, tu vois, le sol n'était pas loin. Je veux dire, ce n'était pas la hauteur normale d'une table, je dirais. Mais la longueur de la table était à taille humaine. Ouais. Et il y avait une lumière au-dessus de moi, pas très forte. Il me semblait que regarder dans cette direction augmentait ma douleur. Mais je pense que ça avait un rapport avec ma blessure, pas avec l'intensité de la lumière. Donc tu te retrouves maintenant à tourner dans ce couloir, à chercher, en espérant trouver une sortie, à essayer de sortir d'ici. Et c'est un couloir arrondi, plutôt étroit, si je ne me trompe pas. Ouais. Et tu sais, je n'ai pas. Je prévoyais de m'échapper dans cette direction. Je veux dire, je suis allé jusqu'à ce qui a été interprété comme une salle de navigation ou peut-être une salle de contrôle ou quelque chose de ce genre, mais un endroit qui permettait d'observer ce qu'on appelait une carte stellaire ou peut-être simplement une vue de l'endroit où l'on se trouvait dans l'espace. Mais le mouvement d'un levier avait pour effet de déplacer le motif des étoiles. Et ça bougeait sans tournoyer parmi, tu sais, différent. Ce n'était pas un motif différent, c'était juste tout le motif qui tournait. Mais c'était très bref, c'était surprenant et pas du tout ce que je cherchais. Je cherchais un moyen d'ouvrir une porte et de sortir de là. Et ses commandes se trouvaient sur cette chaise qui était au centre de la pièce. Une sorte de fauteuil bas avec ce qui ressemblait peut-être à des joysticks ou des commandes ou quelque chose comme ça dessus. Et tu as un peu paniqué et appuyé sur les boutons pour essayer de trouver un moyen de sortir. Oui, et ça a déclenché, je ne sais pas si ça a déclenché, mais presque immédiatement l'embrasure de la porte par laquelle j'étais entré, qui était plus lumineuse dans le couloir, s'est assombrie parce que quelqu'un est entré. C'était ce que j'ai pris pour un sauveteur, un être d'apparence humaine. Et j'ai couru vers lui en supposant simplement qu'il était là pour me sauver de ces monstres. Et j'ai immédiatement commencé à crier, à bafouiller, à supplier, à poser des questions sur ce qui se passait. Mais je n'ai eu aucune réponse, ce qui n'était pas trop inquiétant car il portait un casque sur la tête. Donc je me suis dit que peut-être il ne pouvait pas m'entendre avec ça, ou même parler ou se faire entendre. Alors quand il m'a pris par le bras pour me faire sortir de là, j'étais plus qu'heureux de coopérer. La description de cet être m'a semblé assez unique parce qu'on entend parler de vous. Depuis les années 1950, il y a eu des contactés qui étaient en relation avec des êtres de ce genre. De grandes silhouettes blondes, plutôt musclées, qui portaient des combinaisons moulantes. Ça me rappelle, tu sais, les premiers contacts de Dami, Georgi Adamski et tant d'autres. Mais ce qui ressort vraiment ici, c'est ce genre de casque que j'ai trouvé très intéressant, parce qu'il y a une histoire que je t'ai déjà racontée en 1954, une affaire dans le Staffordshire, en Angleterre, où cette femme et ses 2 enfants. Enfin, elle a été appelée dehors par ses 2 enfants qui lui disaient « Maman, regarde, il y a une soucoupe volante. » Et elle répond « Ne soyez pas stupides, ça n'existe pas, ces choses-là. » Et elle lève les yeux et voit une soucoupe en argent et elle est inclinée vers eux. Et dans la soucoupe, il y a 2 personnes qui avaient ces coupes de cheveux au carré. Donc, en quelque sorte, des cheveux blonds et raides, des pulls bleus moulants et ce qu'elle a décrit comme un bocal à poisson au-dessus de leur tête. Wow. Ces êtres d'apparence humaine correspondent donc à la description verbale que j'ai fournie. Maintenant, que ce soit un véritable être, une sorte de robot ou d'androïde créé par l'extraterrestre, ou une véritable intervention, j'ai immédiatement interprété cela comme une intervention, un sauveteur venu de force pour me sauver d'eux. Mais avec le recul,
Il se peut qu'ils aient été impuissants à m'aider parce que j'étais paniqué et que je refusais de coopérer. Donc, la seule chose avec laquelle j'allais coopérer, c'était quelque chose qui me ressemblait davantage. Que ce soit un robot, une espèce très proche des humains ou même quelqu'un représentant une agence américaine, une agence secrète ou quelque chose du genre, qui sait. Mais j'avais raison. J'allais immédiatement coopérer avec eux et non avec ces créatures. Je trouve ça intéressant que, tu sais, on suppose que ce sont les créatures qui sont aux commandes et que ces êtres humains seraient ceux qu'ils ont appelés, et pas l'inverse, enfin, instinctivement. Et ça, tu sais, ça vient d'aucune connaissance, aucune expérience personnelle directe. Mais je supposerais que ceux qui font les tâches subalternes, comme peut-être te remettre en état et te réparer, travailleraient peut-être pour ceux qui ressemblent à des humains. Oui, il y a tout un tas de scénarios qu'on peut imaginer. Et beaucoup d'entre eux correspondent tout aussi bien au fait de l'affaire. Ils n'ont pas parlé, moi je criais toutes sortes de choses, mais non, rien qui confirme une théorie en particulier. Qu'est-ce que tu leur as crié? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ça me tue, je suis en train de mourir, ce genre de choses. Et donc c'était un homme. C'est ça qui t'a ensuite emmené dans une pièce à part. Il y avait une porte qui s'est ouverte ici. La porte s'ouvrait verticalement? Non. Non, sur le côté. Oui. D'accord. C'était une ouverture ronde ou plutôt carrée? Tu te souviens? Non, c'était plutôt comme une porte, juste. Une porte normale. Juste assez large pour qu'on puisse passer. Est-ce que ça a fait un bruit en s'ouvrant? Je ne me souviens d'aucun bruit. Je ne me souviens pas l'avoir entendu, mais je faisais beaucoup de bruit. Oui, tu faisais tout un scandale. Oui. Et à juste titre, je dirais. Alors, raconte-moi ce qui se passe ensuite. Eh bien, on m'a fait sortir de l'appareil, descendre une rampe raide dans une grande zone ressemblant à un hangar. Maintenant, je ne sais pas si c'était un vaisseau plus grand ou une partie d'un bâtiment quelque part. La lumière venait des fenêtres. Les fenêtres étaient courbées. La pièce avait la forme d'un quart de cylindre posé sur le côté. Donc, si tu regardais droit vers le mur, il se courbait vers le haut et devenait le plafond, au-dessus de la tête. La lumière qui était diffusée ressemblait beaucoup à la lumière du soleil. Pas trop vive, rien qui puisse te faire mal aux yeux en la regardant. Mais c'était une lumière douce qui éclairait la pièce. Je n'étais pas en train d'observer l'apparence des choses. J'étais très préoccupé par l'endroit où on m'emmenait et par cette sensation de blessure avec laquelle je devais composer. Penses-tu que, dans cet état de conscience altérée, tu étais déjà évanoui depuis un très long moment, ou bien tu crois que c'était plutôt au tout début de cette expérience, de ce processus de perte de connaissance? Ce ne serait qu'une supposition. Ouais. Probablement pas juste après. La force de ce qui m'a frappé était tellement puissante que l'équipage a dit qu'ils se sont immédiatement mis à crier les uns sur les autres. Il est mort, tu sais, mon corps avait l'impression d'être une loque froissée. Donc, quoi qu'ils aient fait pour me ranimer, ça a au moins partiellement fonctionné. Mais je me sentais toujours très blessé. Et puis j'ai repris connaissance et je suis alors devenu une menace pour mes sauveteurs, comme je l'ai compris plus tard. Donc cet endroit où il t'emmène, qui est, tu sais, j'imagine une sorte de hangar, et comme tu l'as dit, on ne sait pas si c'est une sorte de vaisseau mère ou si c'est sur une autre planète ou sous terre. Ça aurait pu être n'importe où. L'éclairage ressemblait à la lumière du soleil, mais ça aurait aussi pu être artificiel, un peu comme, tu sais, la sorte de simulation de la lumière du jour qu'on a ici. Et tu as remarqué plusieurs autres engins, ce qui semblait être plusieurs autres vaisseaux alignés à ces quais. Peux-tu décrire ces vaisseaux? Je n'ai pas étudié les détails. J'étais très préoccupé par l'endroit où on m'emmenait. Mais ils étaient très argentés et arrondis, comme on pourrait voir dans une goutte de mercure, tu sais, une surface très lisse. J'ai supposé, d'après mon interprétation, juste en jetant un coup d'œil là-bas et en voyant ça,
qu'ils étaient des disques arrondis et argentés. Mais avec le recul, je ne pouvais pas voir derrière eux. Donc je ne sais pas quelle était leur longueur. C'est possible qu'ils aient eu une sorte d'aspect de sphère allongée. Oui, comme une forme un peu oblongue. Oui, les gens utilisent tout le temps le terme « tic-tac » de nos jours, mais tu sais, un truc allongé et arrondi, comme un comprimé. Oui, comme un comprimé, mais je ne sais pas, je ne voyais pas aussi loin, je n'ai pas regardé d'aussi près, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Où est-ce que tu m'emmènes? C'était à travers quelques portes, dans un couloir jusqu'à une pièce où il y avait d'autres personnes habillées comme lui, sauf qu'elles ne portaient pas de casque. C'était le seul à porter un casque. Et donc, soulagé, j'entends enfin quelqu'un sans casque qui peut m'entendre et répondre à mes questions. J'ai recommencé à poser les mêmes questions à toute vitesse. Mais tout ça s'est passé en quelques secondes, du moment où on m'a confié à eux jusqu'à ce qu'on me force à m'allonger sur la table. Et je me débattais, je résistais, mais ils étaient trop forts pour moi. Ils étaient bien plus forts que moi. J'étais dans un état de grande faiblesse à ce moment-là et le masque qu'ils ont plaqué sur mon visage, je pense, m'a fait perdre connaissance et c'est la dernière chose dont je me souviens. C'est intéressant qu'ils aient utilisé ce qui semble être une méthode analogique pour t'anesthésier, plutôt que ce qu'on entend avec tant de gens, comme s'ils te coupaient simplement mentalement. Mais encore une fois, peut-être qu'ils n'avaient pas cette capacité avec toi, pour une raison ou une autre. Oui, s'ils avaient eu cette capacité, alors peut-être qu'ils auraient pu terminer ce qu'ils avaient à faire directement sur la table d'origine. Oui, sans faire d'histoire. Il y avait aussi une femme, non? Oui, elle semblait être une femme, mais tous avaient en quelque sorte des physiques humains idéalisés. Je pense que l'illustration s'est un peu emballée. Mais en gros, c'étaient des gens très sains, à l'apparence forte, qui n'ont pas eu beaucoup de mal à me maîtriser. Ce qui est surprenant parce que je veux dire, tu étais évidemment dans un état de faiblesse, mais dans une telle panique, on pourrait penser que l'adrénaline prendrait le dessus de toute façon et que tu pourrais, tu sais, trouver un peu de force. Mais oui, c'est l'adrénaline qui me permettait de rester debout au lieu d'être par terre. Dirais-tu que leurs traits du visage étaient normaux ou y avait-il des anomalies? Est-ce qu'ils avaient un front proéminent, de grands yeux? Non, rien de ce genre. Juste une sorte de ressemblance entre eux. Comme une ressemblance familiale. Oui, mais pas d'une façon plastique ou synthétique. Un peu comme une relation frère et sœur? Oui, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Tu te souviens ensuite d'être au sol, dehors, de retour sur Terre, il semble. Ouais. Et puis en levant les yeux, tu vois à nouveau le même engin qui t'avait blessé au départ? Je ne pense pas. Je pense que c'était un autre engin. C'était un engin différent. Il était plus brillant. C'était plutôt cet aspect chrome poli, comme du mercure liquide. Et une lumière s'est allumée. Et je veux dire, d'abord j'ai remarqué une lumière venant d'en haut. Immédiatement quand j'ai repris connaissance. J'ai regardé pour voir d'où venait la lumière, mais elle s'est éteinte avant que je puisse complètement regarder dans cette direction. Mais juste à temps pour voir cette unité argentée, pas un engin lumineux, filer tout droit vers le ciel. Et depuis cet endroit-là, sur cette route, j'ai pu reconnaître la ville la plus proche de l'endroit où tout cela s'est passé. 5 jours, 6 heures plus tard. Ouais. Tu racontes cette histoire depuis très longtemps, et je voulais juste te dire à quel point j'apprécie que tu acceptes de la revivre. Ça compte beaucoup pour moi. Et je suis sûr que ça fait aussi beaucoup pour beaucoup de gens d'entendre à nouveau cette histoire. C'est à la fois intéressant, captivant, fascinant et terrifiant. J'ai fait en sorte de ne pas l'embellir ni d'aller au-delà de ce que j'ai réellement vécu. Si je spécule sur la signification de tout ça ou sur la raison pour laquelle quelque chose s'est produit, j'essaie d'identifier les choses dont je ne suis pas certain, dont je n'ai pas de connaissance directe. Mais voilà ce qui s'est passé, et j'y ai survécu. Ensuite, ce qui se passe après avoir passé cet important coup de fil,
après qu'ils t'ont retrouvé et que tu es rentré sain et sauf à la maison, c'est que cette histoire devient vraiment énorme, incroyablement énorme, à une échelle absolument incroyable, et très, très rapidement. On parle de médias, de journalistes, de tout le monde qui essaie d'obtenir le scoop sur ce qui semble être l'une des histoires d'enlèvement extraterrestre les plus fascinantes jamais connues, surtout dans les tout premiers jours. Évidemment, tu essaies encore de comprendre ce qui s'est passé. Tu n'es pas sûr de toi. Et dans un état très fragile, tu sais, en gros incohérent et presque catatonique, en fait. Tu sais, mon frère a été très attentionné en ne me forçant pas à parler de ce que j'avais vécu. C'est l'hypnose qui a commencé peu après, ainsi que la technique qui a été utilisée. Il y a eu un tournant majeur dans ma guérison concernant le stress constant que je ressentais. L'hypnotiseur m'a demandé de raconter les événements qui se sont produits à bord de l'appareil en tant qu'observateur plutôt qu'en tant qu'acteur. Et cela m'a séparé de la menace de ce qui se passait, de la douleur, du danger et de tout le reste. Ça a été un tournant majeur. À partir de là, j'ai été beaucoup plus capable de gérer les souvenirs et d'en parler. C'est lourd, mec. Ouais, ça fait 50 ans que c'est lourd. Tu sais, je vais être honnête, assis ici avec toi et t'entendre raconter tout ça, je sens que même aujourd'hui, c'est encore très, très lourd pour toi. Eh bien, pour certaines personnes, ils sont déçus que je n'ai pas de message, tu sais, de bonnes ou de mauvaises nouvelles. C'était énigmatique, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça l'est toujours. Qu'est-ce qui te fait tenir après tout ça? Quelle est la chose qui te garde le plus les pieds sur terre? Qu'est-ce qui fait que tu gardes les pieds sur terre, vraiment? Ce qui me garde les pieds sur terre, c'est la famille. Tu sais, ma famille s'est agrandie. Je me suis marié, j'ai eu 4 enfants et 18 petits-enfants. Et j'apprécie vraiment la famille, les activités familiales, les voir apprendre, grandir et découvrir leurs capacités incroyables. Quand tu es rentré, tu sais, après toute cette sorte d'épreuves, je ne dirais pas que c'était terminé, parce qu'en réalité, ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Mais quelle était l'une des choses que tu avais hâte de faire en rentrant chez toi, quand tu avais retrouvé tous tes esprits? À quoi pensais-tu? Genre, mec, j'ai juste envie de me poser et de boire une bière. C'était quoi, genre, la chose que tu attendais le plus avec impatience? Le plus? Je n'ai pas bu de bière. Je me suis plongé dans le travail. C'était une façon de concentrer mon attention et mes pensées sur autre chose que des souvenirs ou d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. Donc c'était ça. N'importe quel travail que je faisais à ce moment-là. J'ai travaillé à la scierie de moulure pendant 7 ans. Je ne me souviens plus du nombre d'années, mais aussi à la papeterie. Mais je prenais toutes les heures supplémentaires que je pouvais, travaillant les week-ends et en faisant tout le temps pour remplir ma vie de travail. Garde ton esprit occupé. Ouais, me forcer à penser à autre chose tout le temps, à m'inquiéter de savoir s'il y aurait des séquelles physiques qui apparaîtraient plus tard. Et ça ne s'est jamais produit. En fait, malgré cette charge de travail intense, j'étais rayonnant. Je n'ai jamais appelé pour me mettre en arrêt maladie une seule fois en 15, 20 ans là-bas. Tu as surmonté pas mal de choses pour être assis ici et en parler aujourd'hui, donc c'est vraiment remarquable. Ouais, eh bien, merci. Après tout ça, tu sais, le temps passe, je veux dire, tu fais face à tout ça. Tu as vu ta part de fanatiques venir vers toi, et même des sceptiques et toutes sortes de gens qui, tu sais, en ont après Travis Walton ou veulent s'approprier une partie de l'histoire de Travis. Y a-t-il une histoire qui te marque comme étant vraiment remarquable, une histoire qui sort du lot concernant une interaction avec un fan ou quelqu'un qui a interagi avec toi d'une manière étrange? Il y en a beaucoup qui ressortent quand même. Il s'est passé pas mal de choses remarquables au fil du temps. Et une chose que je ne ferai pas, c'est d'orienter les gens vers ce que je considère comme les meilleurs ou les pires cas. Ce n'est pas mon domaine. J'ai toujours eu le sentiment que l'injustice qu'on m'a faite, c'était que les gens portaient des jugements sur ce qui m'est arrivé. Et ils n'avaient même pas les faits de base.
Ils ne savaient même pas ce qui s'était passé. Alors comment peut-on critiquer quelque chose qu'on n'a même pas pris la peine d'étudier d'abord? Donc j'ai décidé de ne pas être quelqu'un qui ferait ça. Je ne vais pas juger un cas que je n'ai pas étudié, et j'étais bien trop occupé à étudier mon propre cas, tu vois ce que je veux dire, à y faire face et à essayer de comprendre ce que tout cela signifiait. Donc j'ai décidé d'arrêter d'étudier d'autres cas et d'autres événements. Je crois qu'il y a d'autres cas, et il y a beaucoup d'autres choses qui sont regroupées sous ce phénomène. Certaines d'entre elles relèvent plutôt de la fiction banale ou de personnes qui prennent des choses ordinaires pour des visiteurs extraterrestres. Il se pourrait même qu'il y ait pas mal d'engins volants non identifiés qui soient issus de l'aéronautique américaine, des sortes de véhicules militaires avancés, peut-être même des prototypes secrets qui opèrent dans notre espace aérien. Donc, mais il y a une réalité indéniable à ce phénomène et les gens doivent se réveiller et s'en rendre compte, pas à cause de ce qu'on voit ici, mais simplement par bon sens. Tu sais, il ne faut pas avoir de préjugés contre l'idée qu'il y a de la vie ailleurs. Nous ne sommes qu'une planète parmi des millions, des milliards de planètes et d'étoiles. Tu vois, les scientifiques et les calculs, ça n'a fait que croître encore et encore, au point que l'idée qu'un univers aussi vaste ne contienne qu'une minuscule petite sphère bleue appelée la Terre, avec la vie dessus, et que tout le reste ne soit qu'une étincelle dans notre ciel nocturne, c'est un raisonnement absurde. Je suis d'accord. C'est bien plus extravagant que la réaction initiale des gens à ce qui m'est arrivé. C'est bien plus fou de penser qu'il n'y a rien à dehors. Ouais, c'est ça qui est dingue, absolument. C'est ça qui relève de l'imagination débridée. Bien sûr qu'il y a quelque chose. Il y a plein d'autres choses. Ouais, probablement une quantité infinie. Ouais. Laisse-moi te demander ça. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe avec le Congrès et tout ça? Tu suis un peu tout ça? J'en entends parler. Je n'ai pas vraiment pris la peine de regarder Les auditions. les auditions au Congrès ou quoi que ce soit. Je savais à peu près à quoi m'attendre. Mais je pense que c'est bien qu'ils aient abordé le sujet sérieusement et qu'ils aient dit des choses qui aident les gens à avoir un regard plus objectif sur tout ça. Et ça fait juste partie du processus qui doit continuer jusqu'à ce qu'il y ait une acceptation générale chez les humains qu'on n'est pas la seule forme de vie intelligente dans l'univers. Est-ce que ça te frustre parfois? Beaucoup. Parce que je sais que la nature de l'intelligence, c'est d'être curieux, de vouloir savoir et d'explorer. Et pas seulement l'intelligence humaine. Je pense que ces autres intelligences, pourquoi viendraient-elles ici sinon? Je ne pense pas qu'elles soient là pour nous envahir. Elles sont là depuis très longtemps et ne l'ont jamais fait. Et elles pourraient le faire du jour au lendemain sans qu'on comprenne ce qui nous est arrivé. Est-ce que tu es parfois frustré par le scepticisme des gens après avoir objectivement vécu une expérience réelle, quand des gens viennent te dire que ce n'est pas vrai? Est-ce que ça te frustre ou est-ce que ça te passe complètement au-dessus maintenant? Tu sais, tu serais surpris de voir combien de gens n'osent même pas me dire ça. Tu sais, je ne tolère pas ce genre d'attitude ridicule. Si tu as quelque chose à dire, vas-y. Que ce soit basé sur des faits et un raisonnement concret. Tout doit être fondé sur des faits. As-tu de vrais faits, tous les faits et un raisonnement valable? C'est justement ce qui a manqué dans le programme pour me discréditer, et c'est aussi ce qui est nécessaire pour comprendre ce phénomène et notre place dans cet immense univers. Pourquoi penses-tu qu'il y a un manque de preuves physiques? Par exemple, j'ai toujours pensé, tu sais, qu'il y a eu tellement de cas, des centaines de milliers de cas. Il y a tellement de gens qui ont signalé des choses et on dirait presque qu'à chaque fois que quelqu'un est sur le point d'obtenir une preuve, ça lui échappe des mains pour une raison ou pour une autre, presque de façon comique. À ce stade, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous empêche de... Tu sais, même les auteurs de science-fiction étaient conscients de l'effet bouleversant
pour reprendre une expression, que cela aurait sur la société d'être visitée par une forme de vie intelligente et supérieure venue d'ailleurs. Même dans le cas de Star Trek, il y avait ce truc appelé la directive de non-interférence, la directive première. Ils venaient visiter les planètes et dissimuler leur présence de façon à ne pas perturber le développement normal. Et même si tout cela relevait de la fiction, il est tout à fait logique qu'il existe quelque chose de ce genre. Donc, le phénomène auquel nous sommes confrontés, c'est qu'il laisse entendre qu'il existe d'autres formes de vie ailleurs, mais sans jamais le confirmer. Jamais de façon tellement indéniable que cela provoquerait la perturbation massive qui surviendrait naturellement. À ton avis, quelle est notre directive première? Est-ce se débarrasser des armes nucléaires? Parce que ce n'est certainement pas les découvrir. Eh bien, ça devrait l'être. La plupart des gouvernements, leur directive première, c'est surtout de se couvrir. Je veux dire, ils sont en place pour se défendre politiquement. Mais c'est le cas. Notre sécurité est en jeu et ils pourraient faire un mauvais choix. Cela pourrait empirer les choses. Et à mon avis, garder le couvercle sur tout ça autant qu'ils l'ont fait, et parfois pas fait, c'est probablement ce qu'il y a de mieux. Tu penses que, comme dans Star Wars ou plutôt Star Trek, ils chercheraient à contacter une civilisation une fois qu'elle aurait atteint la propulsion supraluminique? C'est ça. C'est un peu comme, on va attendre, et dès que vous développez la propulsion supraluminique, on va débarquer et dire « Salut, bienvenue dans la famille, content que tu sois arrivé. Tu sais, on est là pour prendre soin de toi maintenant et t'accueillir dans la Fédération. » C'est ça, l'histoire? C'est l'idée. Je n'ai jamais suivi ça. OK, ben tu sais, t'es pas obligé, mais c'est le genre de seuil que les civilisations, le marqueur. Il doit bien y en avoir un. Qu'est-ce que? Tu penses que c'est pour nous? Je pense qu'on découvre nous-mêmes. Ouais. Et qu'on démontre qu'on le mérite. Tu sais, le caractère belliqueux et violent de l'humanité est malheureusement bien trop déséquilibré par rapport à... Je veux dire, ils voudraient peut-être même nous mettre en quarantaine à cause de ça. Tu sais, à tout moment, il y a une centaine de guerres en cours et le sujet quotidien du divertissement, c'est les batailles, les guerres, les meurtres, les enquêtes criminelles et... Bon sang, tu sais, il y a tellement d'autres choses qui devraient vraiment nous intéresser sans qu'on ait besoin de se rabattre tout le temps sur ce genre de trucs. Même notre langage est imprégné de mots qui reflètent l'agressivité. C'est pour ça qu'ils ont relégué la Terre aux confins de la Voie lactée. Peut-être que ça devient plus paisible à mesure qu'on se rapproche du centre. On peut faire bien mieux. Oui, on peut faire bien mieux. On doit faire bien mieux. Ça semble être le message que tous les contactés ont reçu. Je sais qu'il n'y a pas eu de transmission télépathique dans ton cas, et il n'y en a pas besoin pour comprendre qu'il y avait une forme d'action bienveillante, au moins pour te ramener, si ce n'est pour te sauver la vie. Penses-tu qu'il existe aussi une sorte de force malveillante là dehors qui interagit avec nous? Non. Et là, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Il y a des extraterrestres bons, des extraterrestres mauvais. Mais je pense qu'une intelligence vraiment élevée rend l'agression et la méchanceté trop stupides pour être commises. Quand on atteint un certain niveau de développement, ce genre de choses ne sont tout simplement plus une option. C'est juste du bon sens. La coopération nous fait avancer davantage. Ouais. Il n'est pas nécessaire que ce soit une question morale. C'est au moins une question pratique. C'est bien dit. C'est vrai. Nous allons beaucoup plus loin si nous coopérons plutôt que de nous laisser guider par la loi du plus fort. Ouais. Surtout avec les progrès technologiques que nous obtenons, vous savez, nous sommes déjà au bord du gouffre avec l'invention de l'arme nucléaire. La capacité de nous détruire nous-mêmes et la planète entière est bien plus avancée que notre développement moral et éthique. Notre capacité à communiquer et à résoudre des problèmes avec la raison et les faits. Pensez à ce genre de choses. Nous développons la technologie. Notre technologie dépasse notre aptitude morale. Oui, absolument.
Penses-tu que la solution serait de ralentir la technologie ou d'augmenter notre aptitude morale? Eh bien, je ne pense pas qu'on puisse arrêter le développement de la technologie, donc il faut vraiment accélérer notre capacité à la gérer correctement. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans tout ça? En tant que quelqu'un qui, tu sais, L'IA me fait peur parce qu'elle pourrait nous amener à dépasser notre développement moral de façon excessive et destructrice. Il y a toujours cette petite minorité, ces individus tarés et assoiffés de pouvoir qui feront absolument tout pour dominer le reste de l'humanité, et eux, ils n'hésiteront vraiment pas à utiliser comme arme tout ce qui leur tombe sous la main sans aucune hésitation. Donc j'espère que les plus sages l'emporteront. eh bien, avec des voix comme la tienne, tu sais, qui racontent ton histoire et font le travail que tu fais, je pense que, même si ce n'est que ça, tu mènes un beau combat. Et je crois que de plus en plus de gens, en masse, commencent à écouter ce message. Au moins, le public qu'on a ici est beaucoup de gens avec qui, tu sais, j'ai pu échanger. On dirait presque que seuls quelques-uns veulent vraiment ce pouvoir. Je ne sais pas, c'est l'impression que j'ai. Chaque fois que je parle aux gens, je pense que les gens sont bons. Tu sais, je vois les gens individuellement et ils sont bons. Je ne rencontre pas beaucoup de gens mauvais. Ouais, il y a une sorte de processus naturel où les méchants remontent à la surface. Il y a une fine écume à la surface d'un vaste océan d'humanité. Mais ceux qui gravitent et finissent par être aux commandes sont justement les moins qualifiés, les moins dignes de diriger le reste d'entre nous. Ce sont des gens dont le principal Objectif. Leur objectif dans la vie, c'est de dominer les autres, de contrôler les autres, de prendre ce qu'ils ont, de contrôler ce qu'ils possèdent, tout ce genre de choses. Les pulsions les plus destructrices de l'humanité sont renforcées par la centralisation qui dicte notre esprit. Penses-tu que l'intelligence non humaine, celle qui interagit actuellement avec nous, pourrait potentiellement intervenir à un moment donné dans le futur, ou même prendre des décisions importantes? J'en doute. Oui, je pense que nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre, ce qui inclut la possibilité de nous détruire ou de nous sauver nous-mêmes. On doit trouver la solution par nous-mêmes. C'est une leçon difficile. C'est peut-être la seule façon, la seule issue possible. Les sceptiques et les détracteurs sont tellement idiots qu'ils reçoivent bien plus d'attention qu'ils ne le méritent. Donc je dirais qu'il faut se concentrer sur la réalité de cet événement et sur ce que cela signifie pour notre façon de vivre. Tu sais, au début, tout le monde avait la fausse impression qu'il s'agissait d'une attaque physique de monstres envahisseurs, pour ainsi dire, et c'était une erreur. En réalité, c'était une sorte d'activité exploratoire sur laquelle nous sommes tombés par hasard. Et je me suis blessé, et je pense que ça a précipité la nécessité de corriger cette erreur, qui a failli être fatale, ou peut-être l'a été. Je pense qu'une grande partie de cette idée fausse vient aussi probablement, en partie, du film. Oui, le film s'est trompé sur pas mal de choses et je travaille sur un remake. Et pour le raconter d'une manière beaucoup plus constructive et ajouter des éléments qui n'étaient pas connus à l'époque. Dirais-tu que jusqu'au moment où le personnage joué par DB, Sweeney, dirais-tu qu'à ce moment-là, quand il se réveille, c'était une représentation fidèle? Eh bien, pas vraiment fidèle, mais tu sais, ce n'est pas fidèle à la façon d'Hollywood. Hollywood ne l'est pas. Hollywood ne fait pas de documentaires. Ils font des drames. Des choses simples qu'ils font pour simplifier l'histoire. Ils ont réduit le nombre de membres d'équipage de 7 à 5. Trop de personnages à suivre. Et le fait qu'il y avait des preuves convaincantes, comme le passage réussi de nombreux tests au détecteur de mensonges par la police, a été sacrifié au profit de la simplicité. C'est ça. Et donc, pour simplifier l'histoire, ils ont tout simplement laissé des choses de côté. Comme, par exemple, le refus des forces de l'ordre d'aller sur les lieux cette nuit-là. Et en disant « Oh, on ira demain ». Mais en fait, ils ont fait les deux. Et ça complique l'histoire, tu vois, voilà. Tu vois, ce n'est pas la progression de l'histoire qu'ils préféraient, tu sais,
Genre, voilà les forces de l'ordre maintenant. On vérifie tout ça, toutes ces choses, tu vois. Donc, beaucoup des éléments romancés étaient des simplifications, mais le départ à bord de l'engin a été exagéré dans une sorte de torture monstrueuse qui n'était vraiment pas bonne. Et ça ne fera certainement pas partie du remake. Ouais, ça me rassure d'entendre ça. Je pense que je parle au nom de beaucoup de gens en disant que l'histoire réelle est bien plus captivante que tout ce qu'Hollywood a pu montrer. Tu sais, je suis presque perplexe face à ce choix, mais je comprends qu'à cette époque, en 1993 je crois, les gens cherchaient un autre type de film à Hollywood. Vous savez, les gens achetaient des scénarios et ils voulaient de l'horreur, du sang, quelque chose d'un peu effrayant ou de très effrayant. Un remake. Non, mon Dieu. Réfléchis plus profondément. Oui. Et cela inclut certaines choses dont je pense que les gens ont faim. Peut-être certaines choses dont vous n'avez pas parlé. Ouais. Avant de nous séparer ici à Trédis. Pendant le dîner, vous nous avez raconté une observation que vous avez eue. Je n'avais jamais entendu parler de cette observation auparavant. Et je me demandais si tu pouvais la raconter ici pour mon public. Eh bien, c'était un événement qui a eu lieu après une conférence donnée par le nouveau président élu du MUFON, lors d'une réunion du MUFON à laquelle Tracy Tormey a également pris la parole. Mon fils, ma petite amie et moi étions en train de partir quand nous avons vu une lumière au loin qui, très rapidement, est passée d'un minuscule point à quelque chose de très grand. Et il y avait 3 lumières au coin d'un gigantesque triangle noir. C'était énorme. C'était très bas et lent. Je veux dire, c'est quelque chose que tu pourrais probablement toucher avec une pierre. C'était tellement bas et c'était un immense triangle noir. Énorme, incroyablement grand, avec une lueur ronde et scintillante émanant de la pointe des triangles. Quand il s'est arrêté, il s'est un peu incliné vers le haut. Je ne sais pas si cela avait un rapport avec la décélération, mais il s'est arrêté net juste au-dessus de nous, puis a tourné de 90 degrés vers la droite. Donc, la pointe du triangle était maintenant dirigée vers l'ouest, puis il est parti à toute vitesse dans cette direction. C'est quelque chose que je n'aurais probablement pas signalé si ce n'était pas pour le fait qu'un grand nombre de personnes l'ont vu aussi. C'était dans une zone très peuplée de Californie et tous ces témoignages indépendants ont été recueillis par un groupe particulier de signalements d'OVNI, des cercles avec des chiffres à l'intérieur. Mais vous savez, 12 ou 15 personnes qui ne se connaissaient pas, qui n'étaient pas liées, ont toutes signalé avoir vu la même chose que nous. Est-ce qu'il y avait des lumières colorées sur les bords? Eh bien, c'était en quelque sorte une couleur étrange. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était jaune ou blanc, mais il y avait une sorte de miroitement qui paraissait étrange quand on regardait droit vers lui. Je pense qu'il y avait une sorte de source d'énergie qui bouillonnait là-dedans, mais... Tu dis bien bouillonnait, donc c'était comme un mouvement tourbillonnant, une sorte de roulement? Oui, mais à une toute petite échelle. Pas grand, mais ça vibrait. Ça donnait cet aspect-là. As-tu vu une sphère dans les lumières? Est-ce qu'il y avait comme une ampoule transparente à cet endroit? Ça ne donnait pas l'impression de dire « Ah, voilà une lumière ». C'était pour ne pas nous percuter, parce que c'était incrusté dans la surface. Donc c'était un peu sous la surface et on ne le voyait vraiment que quand c'était juste au-dessus de nous. Donc je pense que ça avait un rapport avec le fait de le maintenir en l'air. La propulsion ou quelque chose comme ça. Oui. Et puis au milieu, il y avait ça. Il y en avait une d'une couleur différente. Non, pas dans mon cas, non. J'ai entendu parler de nombreux cas similaires qui avaient une lumière au centre. Et donc cela doit être quelque chose qui n'est appliqué que de temps en temps. Est-ce quelque chose qu'une agence basée sur Terre possède? Je ne sais pas où ils cachent une telle monstruosité. Peut-être sous la mer, mais c'était énorme. Et si c'est une agence basée sur Terre, je pense que ce serait la raison pour laquelle ils se sont arrêtés juste au-dessus de nous. Ils savaient que nous serions à cette réunion du MUFON et savaient où nous étions à ce moment-là. Tu crois qu'il s'est arrêté au-dessus de toi spécifiquement?
Oui, je le crois. Parce que tu sais, il y a une zone très peuplée, alors pourquoi toi? Ce serait vraiment une énorme coïncidence qu'ils s'arrêtent juste au-dessus de nous puis repartent d'un coup. Il aurait pu y avoir des extraterrestres à bord qui pilotaient également cette chose. Qui sait? Je ne sais pas. C'était certainement une technologie dont on ne sait pas qu'elle était en possession des humains. Et tu étais dans la voiture à ce moment-là? Oui. Qui conduisait? Mon fils conduisait. Ma petite amie était sur la banquette arrière et regardait droit à travers la vitre. Elle a vraiment bien pu l'observer. Il avait une sorte de texture noire semi-brillante très étrange. Tu l'as décrit presque comme des écailles. Comme un carrelage, comme des tubes décalés, presque. Ouais, quelque chose comme ça. Et ça, ce serait une façon de décrire la chose. Mais je ne l'aurais jamais signalé, juste nous trois, si ce n'était pas pour le fait que plus d'une douzaine d'autres personnes ont rapporté la même chose, des gens qui ne nous connaissent pas et qui ne se connaissent pas entre eux. Non, là ça vaut vraiment le coup. Mais je pense, enfin, quelque chose comme ça, d'une telle ampleur. Je veux dire, ça doit être vraiment déstabilisant. Tu sais, tu as déjà eu ta part d'expériences étranges, mais qu'ont pensé ton fils et ta copine à ce moment-là? Est-ce qu'ils étaient complètement choqués? Est-ce qu'ils voulaient sortir pour voir ce truc? Ouais. Mon fils a dit, « Papa, est-ce qu'on devrait s'arrêter pour prendre une photo ?» J'ai dit, « Non, non, continue. » Et j'étais moi-même très surpris de réagir comme ça. J'aurais vraiment aimé prendre une photo. Oui, mais d'un autre côté, tu aurais aussi préféré ne jamais être sorti de ce camion en 1975. Mais tu sais, peut-être que les 12 ou 15 autres personnes qui l'ont signalé indépendamment, peut-être qu'au moins quelques-unes d'entre elles ont pris des photos. Je veux dire, tout le monde a un portable. C'était quelle année? 93, je crois. D'accord, mais c'était peut-être un peu avant les portables, quand même. L'année où Jean Arzan a pris la tête du MUFON. Eh bien, merci de nous avoir partagé ça. On apprécie. Eh bien, comme je l'ai dit, si ça n'avait été que nous trois, je ne l'aurais jamais signalé, mais il y avait une douzaine d'autres témoins indépendants. Et ils nous ont donné leurs adresses et tout ça, et j'aimerais vraiment retrouver ça et voir si l'un d'eux a pris une photo. Dis-le-moi surtout si tu as besoin d'aide pour ça. Je serai plus qu'heureux de t'aider. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui, en entendant, tu sais, les rencontres que tu as eues, pourraient être poussés à eux aussi se manifester avec des preuves. Ouais. Eh bien, je les encouragerai à le faire s'ils sont conscients des conséquences, qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Ça fait partie de ce qui se passe ici. En partie, je crois. L'intention de ces visiteurs, c'est de lancer cette connexion. Nous ne sommes pas les seuls dans l'univers, et ne paniquez pas trop à ce sujet, mais prenez juste ce petit détail, ce n'est pas que nous, et assimilez-le, d'accord? D'accord. Merci. Très vite. Voilà donc 50 ans après le témoignage toujours troublant de Travis Walton. Un homme qui n'a jamais varié dans ses propos, malgré les critiques, malgré les doutes, malgré le poids des années. Alors, que devons-nous en penser? Est-il l'auteur de l'un des canulars les mieux ficelés de l'histoire moderne? Ou est-il, au contraire, la victime involontaire d'une expérience qui dépasse totalement notre compréhension? Pourquoi tant de témoins indépendants continuent-ils à confirmer avoir vu cet ovni cette nuit-là? Et surtout, si Travis Walton dit vrai, que signifie cet enlèvement pour nous, pour l'humanité? Comment devons-nous interpréter ces enlèvements et ces tentatives d'expérimentation sur des êtres humains? Au fond, l'affaire Travis Walton nous renvoie encore et toujours à cette question essentielle: voulons-nous vraiment connaître la vérité, même si elle nous dépasse totalement? Ou encore à ces autres questions sous-entendues: existe-t-il, comme chez les êtres humains, des extraterrestres bienveillants et à côté de ça d'autres malveillants? Pourquoi tous ces enlèvements d'humains, d'animaux? Dans quel but? Nous ont-ils toujours considérés comme des cobayes, voire leur création, un peu comme si nous étions en permanence à leur disposition? Et vous, qu'en pensez-vous? Le témoignage de Travis Walton était-il un mensonge, ou devons-nous le considérer comme un nouveau pas vers la confirmation
que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à explorer avec moi les plus grands mystères de l'ufologie, et n'oubliez pas, la vérité est peut-être plus proche qu'on ne le croit. C'était DosGeek sur UFO section 51, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, à très vite sur la chaîne, longue vie et prospérité. Something's taking flight.